Mesdames et messieurs, chers amis, à la demande de l'association Convergence, je vais vous parler pendant 5-6 minutes de la question des EHPAD. Je vais commencer par le commencement, par la démographie, en vous donnant peut-être 4 éléments de réflexion. Le premier, c'est que le XXe siècle a été le siècle de la révolution de la longévité. En 1900, on vivait en moyenne 47 ans dans notre pays. On vit en moyenne aujourd'hui 83 ans. Deuxième élément à retenir, le phénomène de la massification, on pourrait dire ça comme ça, du grand vieillissement. Si on prend en compte les Français de 85 ans et plus, ils étaient 230 000 en 1955, ils étaient 1 million en 1995 et plus de 2 millions aujourd'hui. Donc en l'espace de 60 ans, un décuplement du nombre de personnes âgées de 85 ans et plus. Troisième élément, qu'on avait peut-être moins anticipé, c'est l'explosion du nombre de personnes très âgées, au-delà de 80-85 ans, mais valides. Ceux qui sont certes fragiles à leur âge, mais qui sont valides, qui n'ont besoin ni d'EHPAD, ni de services d'aide à domicile. Vous en connaissez forcément autour de vous. Ceux-là, ils ont besoin de logements adaptés. Ils ont besoin d'une ville bienveillante, d'un urbanisme qui prenne en compte leur fragilité. Et ils ont besoin, pour rester autonomes, et sachant qu'ils n'ont souvent plus la capacité de conduire un véhicule, ils ont besoin de mobilité pour aller vers les commerces, de capacité d'aller vers les services publics et vers les services de santé. Enfin, dernier élément, pour vous dire aussi que nous vivons actuellement une période où, en termes de vieillissement, nous sommes sur une étape de plaine, ou disons de faux plat. Mais à partir de 2030, nous attaquons l'Alpe d'Huez démographique. C'est-à-dire que c'est à partir de 2030 que les générations du baby-boom, celles nées à partir de 1945, vont atteindre l'âge de 85 ans. Et là, donc, entre 2030 et 2050, c'est véritablement une explosion du nombre de personnes très âgées au-delà de 85 ans, mais aussi forcément beaucoup de personnes âgées dépendantes en plus dans notre pays, puisque elles sont 1,3 million aujourd'hui et on considère qu'elles seront 2 millions en 2040, donc un quasi-doublement du nombre de personnes âgées en perte d'autonomie en l'espace de 20 ans. Alors justement, pour répondre à ce défi, parlons des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ces établissements sont au nombre de 7 000 en France, en France et hébergent 600 000 personnes âgées. Ces EHPAD sont pour 50% publics, pour 28% associatifs et pour 22% à caractère commercial. Rendons aussi justice aux professionnels de ce secteur en disant que depuis 20 ans, ces établissements ont connu des progrès formidables. D'abord des progrès en termes architecturaux, des progrès en termes de confort, des progrès en termes d'intimité. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, des établissements à 2, 3, 4, 5 lits par chambre. Aujourd'hui, 98% des chambres sont des chambres individuelles. Ce n'est plus rien à voir avec les hospices des années 70. Et puis enfin, un personnel beaucoup mieux formé, beaucoup mieux qualifié, même si il est en nombre insuffisant. Car il y a évidemment des problèmes. Le premier, c'est que la population hébergée par ces EHPAD a fortement évolué au cours des 10-15 prochaines années, des précédentes années, pardon. Nous avons aujourd'hui une population beaucoup plus lourdement dépendante qu'il y a 10 ans ou 15 ans, une population beaucoup plus frappée par des maladies neurodégénératives, des maladies d'Alzheimer ou apparentées, enfin bref, par un état qui ne permet plus de rester seul à la maison. Je dis seul parce que 80% des résidents sont en réalité des résidenteux et qui souvent, évidemment, sont veuves, puisque, vous le savez, il y a encore une forte inégalité d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Et pendant que cette charge en soins, cet état de santé des résidents devenait de plus en plus lourd et grave dans les établissements, les ratios de personnel, eux, n'ont pas suivi le rythme. Ils ont certes augmenté un peu, mais pas du tout à la hauteur des besoins ressentis par les établissements. Et donc ce hiatus-là doit être évidemment réglé à l'avenir. Parmi les problèmes
tels qu'ils sont identifiés par les uns et les autres, évidemment, le coût des maisons de retraite. Mais là-dessus, je voudrais quand même vous amener 2 éléments de comparaison. Une maison de retraite, un EHPAD, en moyenne, c'est 70 € par jour. Ça peut être à 60, mais ça peut monter jusqu'à 100, 110, 120, voire plus pour quelques établissements très minoritaires. Mais en moyenne, nous sommes à 70 € par jour. Ça veut dire un peu plus de 2000 € par mois. Eh bien, aujourd'hui, une journée d'hospitalisation, c'est 1400 € par jour. Et pourtant, personne ne se plaint du coût d'un hôpital, puisque à la fin, vous ne payez que le forfait hospitalier. Pourquoi? Parce qu'une prise en charge à l'hôpital, eh bien, c'est l'assurance maladie, ce sont les mutuelles qui vous permettent à la fin d'être entièrement ou presque couverts par la solidarité. Je vous prends un deuxième exemple. L'Ibis, puisque vous êtes en Loire-Atlantique, prenons l'Ibis de la place royale de Nantes. Pour y être hébergé une nuit avec un petit déjeuner, c'est 110 €. 110 €, ça correspond à la fourchette haute du coût journalier d'un EHPAD. Sauf que en EHPAD, vous avez un petit déjeuner, vous avez un déjeuner, un goûter, un dîner, d'animation, une prise en charge. Voilà. Donc, je veux vous faire comprendre que quand un EHPAD coûte 80, 90, 100 € par jour, eh bien, c'est cher pour les familles pour une simple raison. C'est pas parce que c'est cher, parce que le coût est élevé. C'est parce que ce n'est pas pris en charge par la solidarité nationale, contrairement à ce qui se passe à l'hôpital. C'est cette question qu'il va nous falloir résoudre demain, avec d'autres, à travers une loi grand âge. Vous savez que, rendons justice aux uns et aux autres, cette loi, on l'attend depuis, au fond, très longtemps, et que la plupart des gouvernements ont contourné l'obstacle. Aujourd'hui, après la crise que nous connaissons, on est en droit de considérer que cette loi grand âge devient une priorité absolue. Elle n'a que trop attendu, et pas seulement depuis que Emmanuel Macron l'a annoncé en juin 2018. D'ailleurs, je note que on a reporté une loi grand âge que tout le monde voulait, pour prioriser une loi sur la retraite que personne ne voulait. C'est un peu étrange, mais je pense que ce renversement de priorité à l'automne prochain sera nécessaire et que, en priorité, nous devons effectivement, collectivement débattre de la façon de prendre le grand âge en charge dans notre société. Cette loi, elle devra à la fois changer l'offre, elle devra ouvrir les maisons de retraite vers l'extérieur, elle devra mieux articuler le domicile et l'établissement, elle devra multiplier les formes alternatives entre le domicile et l'EHPAD, avec des structures peut-être plus petites, plus de proximité, elle devra valoriser évidemment le personnel soignant, le personnel d'accompagnement, ces 100 grades, comme on dit parfois, qui se sont vécus elles-mêmes comme ça, jusqu'au moment où la France s'est mise à les applaudir à chaque soir à 20h. Ces applaudissements font sûrement chaud au cœur à ces personnels aides-soignants, auxiliaires de vie. Je pense que leur fera chaud au cœur aussi une décision consistant à revaloriser leur carrière, à revaloriser leur rémunération. Ce doit être une priorité du prochain, de cette prochaine évolution législative. Et puis pour terminer, au-delà du simple aspect médico-social, je crois que cette loi, elle doit vraiment nous réinterroger tous sur la place de l'âge dans nos sociétés. Vous voyez la polémique qu'il y a aujourd'hui sur la question de la sortie du confinement et d'un âge qui serait celui de 70 ans. Tout ça est absolument inaudible par des seniors qui ne veulent pas être jugés en fonction uniquement de leur date de naissance, mais de ce qu'ils sont, de leur état de santé, de là où ils vivent, de tous les déterminants sociaux qui font d'eux un citoyen et non pas un vieux. Voilà. Et donc, cette question devra être aussi au cœur de cette loi grand âge, dont j'espère qu'elle traitera la question des EHPAD, la question d'une meilleure prise en charge du reste à charge des familles, mais qu'elle, plus largement, réfléchira à la façon dont nous préparons le vieillissement, puisque comme je vous l'ai dit, nous avons à prendre en charge un certain nombre de seniors et de personnes fragiles aujourd'hui, mais ce n'est rien par rapport aux défis qui s'annoncent en 2030. C'est pour que cette loi doit être aussi une loi de programmation. Après tout, on fait bien des lois de programmation pour la défense. Ce qu'on peut faire pour des chars d'assaut et des porte-avions, on doit pouvoir le faire pour des hommes et des femmes qui vieillissent et qui attendent, surtout après la crise qui vient de se passer,
que la société les considère mieux et crée une société beaucoup plus bienveillante pour les millions de personnes qui vont, dans les décennies à venir, franchir ces âges de 80-85 ans. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots, en ayant eu, évidemment, en ayant été beaucoup trop long par rapport à la commande initiale. Je m'en excuse d'avance. À bientôt.